De 1264 jusqu'au début de 1268, vers l'époque probable de la première invasion mongole, Nichiren Daishonin voyagea dans les provinces d'Awa, de Kazusa, de Shimosa et d'Itachi. Il se mêla aux hommes du peuple et entreprit d'enseigner l'orthodoxie du bouddhisme. Il consacra ensuite la période qui s'étendait de 1268 à la persécution de Tatsunokuchi en 1271 à prêcher parmi les membres éminents du gouvernement de Kamakura. L'arrivée de l'émissaire mongol lui permit de commencer ses activités à cette période. Pendant toutes ces années, il semble avoir doublement consacré ses efforts à la diffusion de son enseignement. Tout d'abord, il déploya ses activités parmi le peuple, loin du pouvoir politique, puis il porta ses efforts vers le centre du gouvernement, tout en restant à Kamakura. Ses activités prouvent qu'il était persuadé de pratiquer le bouddhisme exactement comme le décrivait le Sutra du Lotus, en traversant les épreuves qui furent les siennes, l'attaque de Matsuba Gayatsu, l'exil à Izu et la persécution de Komatsubara. Par ailleurs, ces activités de l'époque constituèrent le facteur qui déclencha la seconde persécution importante, celle de Tatsunokuchi le 12 septembre 1271, puis l'exil à Sado. Cette seconde persécution fut pour Nichiren l'occasion d'abandonner son identité provisoire et de révéler sa nature de Bouddha fondamentale. Dans la terminologie bouddhique, cette révélation s'appelle Oshaku Kenpon. Compte tenu de cet événement, nous pouvons dire que les activités de Nichiren durant plusieurs années, qui occasionnèrent la seconde persécution venant du gouvernement, ont une profonde signification et méritent de retenir davantage notre attention. Après la persécution de Komatsubara le 11 novembre 1264, Nichiren visita plusieurs régions d'Awa, alla à Kazusa, puis à Itachi. Durant ce périple, le clan de Sakuma Yogo, dans la province de Kazusa, se convertit au bouddhisme de Nichiren. Dans ce clan était issu Jakuni Shibo Nikke, qui construisit plus tard le temple de Tajoji à Kominato, lieu de naissance de Nichiren. Celui-ci fut de retour à Awa en 1266. Écrivit sur le Daimoku du Sutra du Lotus lors d'un séjour au temple Seishoji. Le contenu de cet écrit révèle qu'il est adressé à une femme âgée. En termes simples, Nichiren explique le grand bienfait de la pratique la plus simple. Le titre de Nam-myoho Renge-kyo contient toutes les forces du bouddhisme et quand vous le récitez, vous pouvez puiser tous les bienfaits du bouddhisme et accumuler de la force vitale. Vers cette époque, Nichiren écrivit également la vie des représentations du Bouddha sur bois et sur papier, le développement des femmes et la synthèse du chapitre Yakuo. Référant au Sutra du Lotus et aux théories de Tiantai, ses écrits sont théoriquement structurés mais ardus. Ils furent probablement destinés à Gijobo et à Jokenbo, qui étaient les aînés de Nichiren au temple Seishoji. Le 15 août 1267, la mère de Nichiren, Myoren, mourut. Semble que Nichiren quitta la province d'Awa vers la fin de l'année et qu'il se rendit de nouveau dans celle de Kazusa, tandis qu'il demeurait chez Tokijonin. Le gendre de ce dernier entra à cette époque dans la vie religieuse pour devenir disciple de Nichiren. Il devint plus tard un des 6 premiers disciples connus sous le nom de Nichō. Durant les 4 années, de 1264 à la fin de 1267, que Nichiren passa dans ces provinces, le territoire de Bosso, au nord de l'actuel Tokyo, un groupe, digne d'être considéré comme une organisation religieuse, commença à se développer. Bien entendu, Tokijonin, Ikegami Munenaka, Shijo Kingo et Nanjo Tokimitsu, qui avaient pratiqué dès le début, restèrent de fidèles disciples. La formation de ce groupe fut profondément significative car elle immortalisait le bouddhisme de Nichiren au moment où les activités allaient donner lieu à des persécutions encore plus importantes qu'auparavant. La seconde moitié de cette période, s'étendant de 1264 à 1272,
se distingue par les remontrances adressées au milieu politique. L'arrivée d'une expédition mongole le 18 janvier 1268 fournit à Nichiren l'occasion d'entreprendre cette tâche. L'émissaire qui vint au Japon était un Coréen, Han Fu. Il apportait une lettre à l'empereur du Japon de la part de l'empereur mongol, datée d'août 1266. Cette lettre aurait dû parvenir au Japon vers la fin de novembre 1266. Mais le messager avait fait demi-tour à la moitié du voyage, prétextant le mauvais temps. Kublai Khan, l'empereur mongol, considéra cette action avortée comme une résistance silencieuse de la Corée à la volonté des Mongols qu'il avait conquise, et il donna des ordres stricts pour qu'elle prenne l'entière responsabilité d'accomplir cette mission. Le messager repartit pour le Japon le 23 septembre 1267. Une copie de la lettre existe actuellement au temple Todaiji. En voici le contenu. Le Khan du grand empire mongol, mandaté par le ciel, adresse cette lettre à l'empereur du Japon. Depuis des temps reculés, votre royaume, notre voisin, a été en bons termes avec nous. De toutes les nations, l'empire mongol a soumis les régions voisines, comme l'a dicté le ciel, et les sujets coréens ont connu la paix et nous ont fidèlement suivis, étant sous notre domination. Votre royaume a entretenu des échanges avec la Corée, puis avec la Chine depuis toujours, mais vous ne m'avez pas encore envoyé un seul messager depuis que l'Empire est sous ma domination. C'est pourquoi je vous dépêche un émissaire pour notre amitié réciproque. Un sage fait des 4 mers son lieu de résidence, et le manque d'amitié ne s'accorde guère avec le principe du clan impérial. Loin de mon esprit l'idée de violence, c'est pourquoi je voudrais que vous compreniez mon intention. Kublai Khan demandait au Japon de se soumettre à l'empire mongol, faute de quoi il s'ensuivrait massacre et destruction. C'est ainsi que s'étaient comportés les Mongols durant la conquête de l'Asie centrale et occidentale. Lettre impériale, qui était d'abord parvenue à Daiseifu, dans la province de Kyushu, fut immédiatement apportée à Kamakura, puis à l'empereur japonais à Kyoto. Le 7 février 1268, la cour impériale l'a reçue. Elle prit la décision de ne pas y répondre. Le silence signifiait que la requête mongole était rejetée. Le gouvernement de Kamakura devait donc se préparer à une attaque armée. Sur décision de l'empereur, le gouvernement transmit les conclusions au messager et le renvoya, tout en se préparant pour une crise nationale. En mars, Hojo Tokimune, fils légitime de la branche principale du clan Hojo, se vit confier le pouvoir suprême du gouvernement. En avril, le gouvernement ordonna au temple et au sanctuaire de prier pour que l'empire mongol s'affaiblisse et soit vaincu. Au même titre que le culte observé dans les sanctuaires traditionnels, le bouddhisme était considéré comme une croyance digne de confiance, pouvant apporter des bienfaits et enlever le malheur. Nichiren vit dans l'arrivée du messager mongol la preuve de la rectitude de sa prédiction faite 8 ans auparavant dans le traité sur l'établissement de l'enseignement correct pour la paix dans le pays. À cette époque, cependant, des hommes influents avaient manifesté leur haine envers Nichiren en tentant de l'assassiner et en l'exilant finalement à Izu. Alors que les prédictions de Nichiren se confirmaient, il semblait que ces hommes s'éveillaient à sa sincérité. De retour à Kamakura, après 4 ans passés sur le territoire de Bosso, il écrivit une lettre de remontrance à un certain Okanbo, dans laquelle il disait que personne, excepté lui-même, ne connaissait le moyen de trouver une solution radicale à la crise que traversait la nation. Cette lettre, intitulée « De la raison de se soumettre au traité sur l'établissement de l'enseignement correct pour la paix dans le pays », traçait les grandes lignes du dit traité et précisait les circonstances dans lesquelles elle avait été écrite et adressée à Hojo Tokiyori.
Il soulignait le fait que l'arrivée de la lettre mongole concrétisait ce que Nichiren avait annoncé lors de sa remontrance. Il terminait la lettre en demandant à Okanbo de le rencontrer. Nous devinons par cette lettre que Okanbo, bien qu'ayant probablement renoncé au monde séculier, avait sur le gouvernement une influence certaine. Ainsi que nous l'avons vu, le Bakufu, gouvernement féodal japonais, n'avait fait qu'accroître sa confiance dans les moines de toutes les écoles que Nichiren avait critiquées comme cause même de la tragédie. Les personnalités du Bakufu les implorèrent en leur offrant de l'argent et des biens pour qu'ils prient pour la défaite mongole et la paix du Japon. Nichiren pouvait à peine cacher son inquiétude à ce sujet. En octobre, il écrivit enfin à Hojo Tokimune, qui détenait le pouvoir suprême, et à d'autres personnalités. Demandait un débat public au cours duquel il affronterait les moines des autres écoles. En même temps, il lança un défi écrit à des moines célèbres, leur demandant également un débat public qui permettrait de faire une distinction claire entre l'erreur et la rectitude dans les enseignements bouddhiques. On fait généralement allusion à ces lettres sous la dénomination des 11 lettres, car tel fut leur nombre. Nichiren envoya également une lettre à ses disciples, moines et laïcs, les informant de ces faits et les avertissant des persécutions sévères qui ne manqueraient pas de suivre l'envoi de ces 11 lettres. Il leur disait de ne pas se laisser influencer ni intimider quant à la sécurité de leurs biens et de leurs familles. Le gouvernement n'eut cependant pas de réaction. Les temples non plus. Ils se contentèrent d'humilier le messager ou de lui opposer le silence. C'est ce que Nichiren relata par la suite dans « Sur le comportement du Bouddha », écrit en 1276. Pourquoi les moines d'autres écoles ne répondirent-ils pas à la demande de Nichiren ? Celui-ci avait dû leur causer bien des inquiétudes à la suite de son traité sur l'établissement de l'enseignement correct pour la paix dans le pays. S'ils avaient vaincu Nichiren au cours d'un débat religieux public, ils auraient pu par la suite le réduire au silence. Sa requête aurait dû donc être pour eux une bonne occasion de le calmer. Fuirent cependant le débat. Ils savaient pertinemment que, s'ils débattaient de la doctrine bouddhique avec Nichiren, ils n'avaient aucune chance de le vaincre. Or, ils occupaient des fonctions prestigieuses de moines, ils avaient des adeptes parmi les personnalités politiques, et ils avaient obtenu d'elles la construction de temples magnifiques. Si, malgré tout leur prestige, ils étaient vaincus et confondus, ils perdraient immédiatement leur renom et leur autorité, ainsi que leur raison de vivre. Ces moines, que l'on vénérait comme des représentants éminents du monde bouddhiste, s'intéressaient plus au pouvoir et aux richesses qu'au bouddhisme lui-même. Cet élément est la première caractéristique de la dernière période de la loi. En mars 1269, 8 émissaires mongols et 4 coréens vinrent à Tsushima accompagnés de plus de 70 personnes. Cette mission avait pour but d'obtenir une réponse précise du Japon à la lettre impériale mongole. Elle revint bredouille. En septembre, un nouveau messager coréen arriva à Daizefu, à l'ouest de l'archipel japonais. La lettre de l'Empire mongol fut d'abord adressée au Bakufu de Kamakura, puis à la cour impériale de Kyoto. Cette dernière décida de rédiger une lettre par laquelle elle affirmait que le Japon, pays divin, ne craignait pas l'Empire mongol et ne céderait pas à l'intimidation. Mais, sur décision du Bakufu, cette lettre ne fut pas remise au messager qui s'en revint une fois de plus les mains vides. Malgré des échecs répétés, les Mongols ne renoncèrent pas et continuèrent à envoyer des messagers. Il y a peu de renseignements sur ce qu'il advint de Nichiren dans ces circonstances, ni sur ses activités. On sait qu'il avait envoyé des lettres à plusieurs temples en 1269, tout comme l'année précédente. Ses écrits se caractérisent par la réfutation de l'école Shingon. En 1270, il écrivit sur Zenmui Sanzo les 7 comparaisons de supériorité et d'infériorité des sutras Shingon et des autres sutras,
et la comparaison de supériorité et d'infériorité entre les écoles Shingon et Tendai. Les Japonais croyaient à l'efficacité de l'école Shingon pour vaincre un ennemi par la pratique de l'incantation. Quand ils sentirent la gravité du problème posé par les Mongols, ils accordèrent aux moines Shingon une extrême importance et leur demandèrent de pratiquer des rites incantatoires. L'école Shingon ne fut pas la seule cible de la réfutation de Nichiren. Il désapprouvait toutes les écoles auxquelles le Bakufu de Kamakura et la cour impériale avaient demandé d'offrir des prières en prévision de l'attaque mongole. Le culte traditionnel des dieux au Japon, plus ancien que le bouddhisme, fut également réfuté. Nichiren affirmait que peu importaient les prières adressées aux divinités, elles étaient vaines tant qu'on ignorait la loi définie par l'enseignement orthodoxe du bouddhisme. Il convient ici d'examiner la façon dont Nichiren définit la relation entre la croyance bouddhique et le culte des dieux. Le concept de l'existence des divinités, comme le montre l'histoire, est lié au phénomène du monde de la nature, c'est-à-dire au soleil, aux étoiles, aux montagnes, aux rivières, au tonnerre, à la pluie, etc. En d'autres termes, les divinités symbolisent les mécanismes et les existences qui constituent un environnement objectif, en contraste avec l'existence subjective de la vie humaine. Le bouddhisme sonde les profondeurs de cette dernière, ayant pour but de l'améliorer et de la parfaire. L'environnement exerce sur la vie humaine une influence parfois bénéfique, parfois maléfique. Dans le premier cas, les fonctions du monde naturel sont considérées comme divinités, et dans le cas contraire comme démons. Elles peuvent être les deux à la fois. Prenons le cas du soleil. Il est divinité ou démon selon la condition de la vie humaine sur laquelle il exerce son influence. On pourrait également prendre pour exemple un autre facteur de l'environnement, le feu. L'utiliser de façon positive pour la vie humaine ou lui permettre de la détruire dépendent de la sagesse de l'être humain qui l'utilise. Cependant, le bouddhisme ne se contente pas de considérer l'existence subjective de l'homme sous l'angle de la raison. Il sonde la vie jusqu'aux couches profondes de la pureté ou de l'impureté de l'existence elle-même. Telle est la caractéristique première de la philosophie bouddhique. Elle permet à l'existence subjective de la vie humaine de changer fondamentalement. Une croyance erronée la souille et une foi juste la purifie. La polémique engagée par Nichiren avec d'autres écoles bouddhiques se fondait sur la bienveillance passionnée avec laquelle il essayait d'enlever la racine des souffrances des hommes et de sauver le pays du désastre. Les contemporains ne lui accordèrent cependant aucune attention. Les moines renommés le tournèrent en ridicule sous prétexte qu'ils n'avaient pas de protecteurs influents, tandis que d'innocents croyants d'autres écoles s'indignèrent de voir Nichiren dénoncer les bouddhas et les moines célèbres en qui ils avaient une foi aveugle. En premier lieu, les hommes influents négligeaient le fait que Nichiren, dès le début, les ait mis en garde, en connaissance de cause, contre les malheurs de l'époque. Ils le soupçonnaient d'élaborer un plan pour entraver spirituellement leurs efforts, tandis qu'il demandait à toutes les autres écoles d'offrir des prières et qu'il versait des trésors dans leurs coffres. Leur interprétation défavorable du comportement de Nichiren créa une recrudescence des persécutions qui touchèrent par la suite Nichiren et ses disciples.